formation des blocs au sein de la mouvance politique, quelle chance pour les forces de l'opposition et peuvent-ils relever le défi de l'obtention des 10% au prochain scrutin? La réponse à ces interrogations est à suivre dans ce journal. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est rendu au domicile de l'honorable Norbert Arrivo-Rosen, décédé il y a quelques jours, tôt dans la matinée de ce mardi 23 août 2022. Les détails dans cette édition. Et puis en interactualité, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola est sorti vainqueur des résultats provisoires publiés par la Commission nationale électorale. Mais l'opposition angolaise conteste déjà les résultats. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce journal. Bonsoir à vous et bienvenue. Bientôt les législatives 2023 au Bénin, de grands blocs s'observent déjà au niveau de la mouvance présidentielle. Fin de la semaine écoulée, nous avons assisté à la fusion de l'UP et le parti PRD qui a donné naissance au parti UP Le Renouveau. Quelle est alors la chance pour les forces de l'opposition? Peuvent-ils relever le défi de l'obtention des 10% au prochain scrutin? Des analyses dans ce reportage de Romaric Dossa et Mathieu Soso. Nous sommes à quelques mois des législatives de 2023 au Bénin. Pendant que la Commission électorale nationale autonome Sénat pose des jalons pour un scrutin transparent et apaisé, des partis politiques se préparent également pour la compétition. Nous observons depuis plusieurs jours des adhésions et fusions au sein de la mouvance présidentielle, comparativement à l'opposition qui semble être très discrète dans ces mouvements. L'organisation pour les législatives, ce n'est pas le fait de créer des alliances, du moment où même les alliances sont interdites par la réforme du système partisan. L'opposition est sur le terrain, elle est en train de s'organiser pour rafler en 2023. Il suffit à eux de s'organiser entre eux et au regard des tests qui existent et qui régissent notre République, notamment les tests sur la charte des partis politiques et sur le code électoral. Et il y a bel et bien des possibilités pour les partis de l'opposition de s'unifier pour pouvoir y aller. Nous ne ferons pas comme ceux qui sont en face de nous. Ce qui est sûr, les partis d'opposition au Bénin sont en train de s'organiser. Ces partis qui en réalité n'ont pas besoin d'amener des journalistes, des caméras pour dire que nous sommes en train de faire fusion. Tout ce que nous faisons, c'est une organisation au sein de l'opposition afin que tous ceux-là qui sont c'est-à-dire des jokers pour l'opposition, pour gagner les élections, soient présents. Les tractations sont en cours, les analyses sont en cours, les regroupements, c'est-à-dire l'activation des bases sont en cours. Et puis voilà, vous aurez une opposition. Nous nous organisons c'est-à-dire chaque événement électoral, nous nous organisons. En 2019, nous nous sommes organisés. En 2020, nous nous sommes organisés. En 2021, nous nous sommes organisés. Actuellement, nous sommes en train de nous organiser. L'obtention des 10% des suffrages, condition sine qua non, avant de valider le siège au Parlement. La grosse interrogation qui fait polémique au sein de l'opposition, mais des acteurs rassurent. Oui, l'opposition peut bel et bien relever le défi des 10% pour les prochaines législatives. Il suffit à elle de s'organiser, de s'écouter et aussi de développer des stratégies qui peuvent lui permettre d'aller à la conquête des suffrages des Béninois. L'opposition, elle est dense, elle est constituée des jokers politiques, c'est-à-dire des figures politiques. Et les 10%, ce n'est même pas une barrière pour l'opposition. C'est calé et c'est clair qu'on aura les 10%. Ce que l'opposition recherche aujourd'hui, c'est la majorité à l'Assemblée nationale. Aux opposants, à tous les partis qui se disent de l'opposition, moi je pense qu'ils ont bel et bien la chance, comme tous les autres partis de la mouvance, d'avoir les 10% et au-delà même des 10% pour avoir le maximum de députés qu'il faut au sein du prochain Parlement. Même j'ai appris dernièrement que les questions de certificat de conformité, culture, certaines pièces ont été supprimées. Laissons le jeu ouvert, laissons au peuple béninois le choix de décider de ceux qui vont le représenter à l'Assemblée nationale. Et puis nous verrons en 2023 ce qui va se passer. Pour rappel, l'élection des députés à l'Assemblée nationale se tiendra le 8 janvier 2023. Les élus entreront en fonction le 12 janvier 2023, a annoncé la Cour constitutionnelle à travers une décision en date du 24 février 2022.
L'ambassadeur des États-Unis près le Bénin était à l'Assemblée nationale du Bénin. Biran Choukan a été reçu en audience au cabinet du président Louis Gbéounou Vlavonou. Les deux hommes ont abordé plusieurs sujets dont la démocratie et la sécurité. Romaric Dossa pour le point. Depuis 4 mois que l'ambassadeur des États-Unis est en poste au Bénin, c'est sa première visite au cabinet de Louis Gbéounou Vlavonou. Biran Choukan et le président de l'Assemblée nationale ont abordé plusieurs sujets dont la sécurité et la démocratie. Je suis venu ici à Porto Novo pour rencontrer le président de l'Assemblée nationale. J'apprécie beaucoup l'accueil et c'est une occasion de saluer le président. C'était fantastique, c'était une très bonne conversation et vraiment j'ai bien apprécié cette discussion. On a parlé de l'histoire et de l'histoire du partenariat entre les États-Unis et le Bénin. On a parlé de coopération, de développement, la sécurité et aussi l'importance du Parlement, le rôle du Parlement dans un système politique, l'importance des élections législatives qui viennent et d'avoir un système qui représente vraiment la diversité politique du pays. Biran Choukan a présenté sa lettre de créance au président de la République, Patrice Talon, le 5 mai 2022. Et je l'annonçais en titre tôt dans la matinée de ce mardi 23 août 2022. Le bureau de l'Assemblée nationale s'est rendu au domicile de l'honorable Norbert Arriveau-Rosin, décédé il y a quelques jours, symbole de la sollicitude du Parlement envers la famille éplorée. Suivons les déclarations à l'issue de la visite. C'est une perte qui a été une perte inattendue, une perte, disons, imprévue, parce que nous n'avons pas appris qu'il était malade. On était ensemble jusqu'à la clôture de la session. Et après, pour les activités partisanes, il a été toujours là jusqu'à notre dernière activité au niveau du parti. Et rien ne présageait qu'il allait nous quitter. Il est naturellement bien séant que nous venions porter vives condoléances, d'abord nous-mêmes, en notre nom, et après, au nom de tous les députés et au nom du personnel parlementaire, à la famille éplorée. Je ne m'attendais pas à ça. Quand on m'a annoncé la visite du président de l'Assemblée nationale, ça c'est grand, c'est bien grand. C'est bien grand. Du sport à présent dans cette édition, les écureuils Tchoukballer ont remporté l'édition 2022 du championnat d'Afrique de Tchoukball dimanche 21 août 2022 à Kampala, 65-46 en faveur du Bénin. C'est le score de la rencontre entre les écureuils et les lions indomptables du Cameroun à la finale du championnat d'Afrique dimanche 21 août 2022 à Kampala. Nous avions participé à la 6e édition de la Coupe d'Afrique de Tchoukball. Nous en sommes revenus vainqueurs et nous sommes très contents de cette participation parce que la bataille a été très rude entre les pays qui se sont annoncés et le Bénin. Il y avait au total 8 pays, le Bénin, la Tanzanie, le Soudan du Sud, le Cameroun et bien d'autres. Alors au départ, ce n'a pas été facile parce que le Bénin a perdu son premier match contre le Cameroun de 50-54 en faveur du Cameroun. Nous nous sommes ensuite remis en cause, nous avions discuté avec notre coach et les membres de l'équipe. Nous avons donc corrigé les erreurs qu'il faille pour que la victoire puisse revenir au Bénin. C'est ainsi que pendant la suite, nous avons enchaîné des victoires. Et en finale, nous avons encore rencontré le Cameroun et nous avions fini par remporter ce trophée d'un score de 65-46 pour le Bénin.
L'édition 2022 du championnat national scolaire a pris fin ce mercredi 24 août 2022 à Adjo. Des distinctions ont été attribuées aux élèves vainqueurs dans les 4 disciplines prévues pour ce tournoi. Suivez ici le compte rendu. Après l'étape de Grand Popo en 2021, c'est le stade Omnisport d'Adjong dans l'Ouémé qui a abrité l'édition 2022 du championnat national scolaire. Du 15 au 24 août 2022, les élèves venus des 12 départements du Bénin ont démontré talent, ingéniosité et ambition en football, en handball, au basket et en athlétisme. Cette phase finale du championnat a réuni plus de 1000 participants, dont 864 athlètes, 72 officiels juges-arbitres, 24 secouristes, 24 reporters, 70 bénévoles, 36 marraines et 18 encadreurs. Les vainqueurs de cette compétition sont entre autres les CEG Saint-Rita et Kobli au football, le CEG 1 Pobet au handball féminin et le CSP Gbeto au basketball masculin. En athlétisme, Aïe Godness, Alopri Hakim et Ayetolou Florent sont les vainqueurs des différentes catégories. Les regards sont désormais tournés vers la 3e édition qui promet aussi d'être riche en révélations de talents sportifs. Et ce journal se poursuit avec les informations au plan international. On démarre avec l'Éthiopie. Des combats ont repris mercredi dans le nord de l'Éthiopie, dans des zones frontalières de la région du Tigré. Rebelles tigréens et gouvernement fédéral se rejetant la responsabilité d'avoir brisé une trêve observée depuis 5 mois. Le gouvernement fédéral et la région rebelle du Tigré se renvoient chacun la balle quant à la responsabilité de la rupture d'une trêve qui durait depuis 5 mois. Une reprise des violences qui a suscité une réaction choquée et indignée du secrétaire général de l'ONU. Mercredi, l'armée fédérale éthiopienne a annoncé avoir abattu un avion provenant du Soudan avec des armes destinées aux rebelles du TPLF dans le Tigré. Cette annonce intervient après qu'Addis Abeba a accusé le Front de libération du Tigré d'avoir violé le cessez-le-feu instauré depuis 5 mois. Interrogé, Antonio Guterres s'est dit inquiet. Je suis profondément choqué et attristé par la nouvelle de la reprise des hostilités en Éthiopie. Les Éthiopiens, les Tigréens, les Amaras, les Oromos, les Afars ont déjà trop souffert. Je lance un appel pressant en faveur d'une cessation immédiate des hostilités et de la reprise des pourparlers de paix entre le gouvernement et le TPLF, avec dans le même temps la garantie totale de l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin. Cette reprise des hostilités fait suite à plusieurs allégations sur une préparation des rebelles dans leur fief du Tigré afin d'attaquer les positions de l'armée fédérale. Addis Abeba accuse les États-Unis et leurs alliés occidentaux de soutenir diplomatiquement, politiquement et militairement le TPLF. De leur côté, les rebelles critiquent l'inaction de l'Union africaine. Comme annoncé en titre, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola est sorti vainqueur des résultats provisoires publiés par la commission électorale, mais l'opposition angolaise conteste déjà les résultats selon les premières données publiées par la CNE avec environ un tiers des votes comptés. Le MPLA est en tête avec une confortable avance. Le parti du président João Lourenço est crédité à 60,65% des voix contre 33,85% pour l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. En Angola, la Commission nationale électorale a dévoilé les résultats provisoires des élections générales. Et le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le parti au pouvoir, est en tête avec une confortable avance. Mais l'opposition angolaise conteste déjà ces résultats. Selon les premières données publiées par la CNE, le parti du président João Lourenço est crédité de 60,65% des voix, contre 33,85% pour l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, parti de l'opposition. Les chiffres de la commission électorale sont encore plus favorables au MPLA que ceux présentés précédemment par la télévision nationale, qui plaçait déjà la formation au pouvoir en tête avec une majorité d'un peu plus de 50% des suffrages. Un porte-parole de la CNE a qualifié le vote de mercredi de succès retentissant au cours d'une journée électorale qui s'est déroulée sans incident majeur. Mais l'UNITA, dirigée par Adalberto Costa Jr., conteste les chiffres officiels publiés par la commission
Le numéro 2 du parti d'opposition a déclaré que les données recueillies par le parti lui-même indiquaient une tendance à la victoire de l'UNITA. Karim Khan, procureur de la CPI, a affirmé avoir obtenu une promesse de coopération totale de Khartoum dans le dossier du Darfour. Karim Khan, actuellement en visite au Soudan où il a rencontré mardi le numéro 2 du régime militaire Mohamed Hamdan Daglo avant de s'entretenir mercredi avec le général Bourhan. Lors de ses visites sur le terrain dans la région agitée du Darfour, il a visité 3 camps de déplacés dont celui de Kalma. Le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a affirmé mercredi avoir obtenu une promesse de coopération totale des autorités soudanaises dans le dossier relatif au Darfour, une vaste région de l'ouest du Soudan où les violences ont fait des centaines de milliers de morts. Les propos que je viens d'entendre de la part du président du Conseil de souveraineté sont très positifs. Le défi consiste de les mettre en pratique. Ce que je dis, c'est que nous devons agir. C'est un embarras collectif qu'après 17 ans de saisine du Conseil de sécurité, il y a encore tant de choses à faire. En visite au Soudan, Karim Khan s'est exprimé après avoir rencontré le général Abdel Fattah al-Bourhan. Le procureur a souligné l'importance d'enquêtes indépendantes et crédibles. À moins que nous puissions collectivement trouver un système de responsabilité qui soit perçu comme indépendant, crédible, impartial et qui n'essaie pas de cacher la vérité, mais qui soit prêt à dévoiler la vérité. Je pense que le cycle de violence que nous avons vu en 2003 et 2004 ne sera jamais brisé. En 2020, le Soudan a signé un accord de paix avec les principaux groupes rebelles dont plusieurs sont basés au Darfour, dans l'espoir de mettre fin au conflit dans ces régions éloignées. Plusieurs ex-dirigeants rebelles repentis ont depuis accédé à des postes gouvernementaux de premier plan. Et en dehors de l'Afrique, plus précisément en France, Emmanuel Macron entame jeudi une visite officielle de 3 jours en Algérie après des mois de brouille mémorielle. Pour ces 3 jours de visite en Algérie, Emmanuel Macron compte éviter les sujets qu'il fâche. Il sera question du start-up d'innovation et de jeunesse, a précisé l'Élysée. Une rencontre tournée vers l'avenir plutôt que le passé, alors que la relation entre les deux pays est encore très marquée par 132 ans de colonisation française. Emmanuel Macron entame une visite officielle de 3 jours en Algérie. Pas moins de 90 personnes accompagnent le président français, parmi elles 7 ministres, des parlementaires, des patrons de grands groupes et même une championne de boxe d'origine algérienne. La visite, qui se déroulera à Alger, mais aussi à Oran, est centrée sur la jeunesse et l'avenir. Mais les jeunes, en Algérie, en attendent peu de choses. Nous lui souhaitons la bienvenue. S'il veut, il peut venir à Alger et vivre ici. Et moi, je vais aller vivre en Europe à sa place. Parce qu'à Alger, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir. La voiture la moins chère coûte environ 200 000 €. Comment on va pouvoir la payer? Il n'y a pas de travail. Chaque fois que nous allons postuler pour un emploi, il nous renvoie chez nous. On veut demander à Macron de nous trouver des solutions qui nous permettent de quitter l'Algérie. On ne s'attend pas à grand-chose de la visite d'Emmanuel Macron, franchement. Il n'y a rien qui va changer de toute façon entre les relations, dans les relations entre l'Algérie et la France. C'est pas à cause du gouvernement, c'est à cause c'est à cause de la population, de la société. C'est la 2e fois qu'Emmanuel Macron se rend en Algérie en tant que président après une première visite en 2017. Les relations entre les deux pays s'annonçaient alors prometteuses avec un jeune président français né après la guerre d'Algérie. Mais les liens, marqués par l'histoire douloureuse et commune de la guerre d'indépendance dans les années 60, ont connu un coup dur il y a 1 an, avec des critiques du président français qui ont provoqué une crise diplomatique. Certains aujourd'hui estiment que la visite de cette fin de semaine ne servira que les intérêts de la France, alors que l'Algérie pourrait devenir incontournable pour son gaz, depuis que l'Europe cherche à réduire sa dépendance à l'énergie russe.
Joe Biden a fait des millions d'euros aux États-Unis ce mercredi en annonçant un effacement partiel de la dette estudiantine, une promesse de campagne très attendue pour accorder, selon Joe Biden, un répit aux familles de la classe ouvrière et de la classe moyenne au moment où elles se préparent à reprendre le remboursement des prêts étudiants fédéraux en janvier 2023. La mesure prévoit d'effacer $10 000 pour les personnes n'ayant pas bénéficié d'une bourse pour leur étude et de $20 000 pour les étudiants les plus démunis. Joe Biden a fait des millions d'euros aux États-Unis. Le président américain a annoncé une annulation partielle des emprunts étudiants de quelques 15 millions de personnes. La mesure prévoit d'effacer $10 000 pour celles n'ayant pas bénéficié d'une bourse et de $20 000 pour les étudiants les plus démunis. Lors de ma campagne présidentielle, j'ai pris l'engagement d'alléger la dette des étudiants et je l'honore aujourd'hui. Avec l'autorisation du Congrès, nous allons annuler $10 000 de prêts étudiants non remboursés. Cette promesse de campagne était très attendue dans un pays où une année à l'université peut coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars. Mais certains estiment que ce geste financier est risqué alors que le pays fait face à une flambée des prix. Politiquement, c'était une question épineuse pour le président. Les républicains sont opposés à toute forme d'annulation de la dette étudiante. Selon eux, c'est une sorte d'aumône injuste. À gauche, les opinions divergent. Les plus extrêmes disent que $50 000 est le minimum par personne que le président Biden devait annuler. Il y a moins de 2 semaines, Joe Biden avait promulgué une loi historique pour le climat et la santé. Cette dernière mesure pour les étudiants donne donc un nouvel élan aux démocrates à l'approche des élections de mi-mandat, traditionnellement difficiles pour le parti présidentiel. En Ukraine, les célébrations de la fête nationale ukrainienne ont été endeuillées par une frappe russe dans une gare du centre du pays ce mercredi 24 août. Au moins 25 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessés. Kiev redoutait une attaque des forces de Moscou 6 mois après le début du conflit et le jour de l'indépendance du pays. Une gare ferroviaire a été frappée par un tir de missile. Les craintes ukrainiennes se sont confirmées. Kiev redoutait une attaque de Moscou 6 mois après le début du conflit et le jour de la célébration de l'indépendance du pays. Une gare a été frappée par un tir de missile en fin de journée ce mercredi. Au moins 25 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées. 4 wagons ont été touchés dans cette gare de Tchaplin, dans la région de Dnipro, à 110 km à l'ouest de Donetsk. Dans son discours du soir, le président Volodymyr Zelensky a martelé que l'Ukraine, indépendante depuis 31 ans, se battra jusqu'au bout, sans aucune concession ou compromis avec la Russie. Notre indépendance n'a pas pris fin et ne prendra jamais fin. Et la 32e année aura son jour de l'indépendance, la 33e aussi, et toutes les suivantes. L'Ukraine pour toujours. Elle ne fera que se renforcer chaque jour et absolument tout le monde comprend cela, du Conseil de sécurité de l'ONU à toutes les capitales sans exception. À défaut des parades militaires et des feux d'artifice pour célébrer la fête nationale, Volodymyr Zelensky a profité de cette journée pour décerner des récompenses aux soldats ukrainiens pour leur service rendu au pays. Certaines médailles ont été remises à titre posthume à des soldats tombés au combat. Environ 9000 combattants sont morts en 6 mois de guerre selon l'armée. Ainsi donc se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout n'oubliez pas, retrouvez-nous également sur tous nos canaux digitaux, YouTube et Facebook. Bonne soirée à vous et portez-vous bien.